merci d'être venu. Comme on se dit en anglais, on s'appelle la dernière d'emploi aussi. Ça fait 15 minutes qu'on essaye de ne pas dépasser la maximum de personnes à la maison tout seul. Pas de problème. Donc voilà, en fait, je vais vous expliquer un peu le déroulement. Moi, je vais animer la soirée. Et dans le fond, je vais vous expliquer le déroulement de la soirée. Et ensuite de ça, les panélistes vont dans le fond, on va commencer par donner la parole, par une courte présentation en fait de qui nous sommes. L'événement, oui, dans le fond, l'événement, c'est parti d'une idée qu'on a commencé à parler dans un local, puis ça s'est concrétisé comme ça. C'est dans le cadre de la semaine contre le racisme, aussi dans le cadre de la semaine de mobilisation féministe intersectionnelle. On fait ça avec le groupe Ukrainienne racisée en action. Donc le groupe, juste pour vous présenter un peu une petite présentation du groupe, c'est le groupe c'est pour toutes les personnes qui s'identifient comme femmes et qui sont racisées. Tout a commencé par la volonté de féministes de couleur d'avoir un espace non mixte pour parler de féminisme de couleur et rendre visible au sein du milieu académique et associatif. Ceci dit, le groupe est ouvert aux non-universitaires et aux étudiants des autres universités. Ayant une vision pluraliste, notre mission est de mettre en lumière les points de vue des femmes racisées à l'UQAM qui sont souvent invisibilisées ou les mêmes inexistantes. Donc c'est ça. Voilà. Donc on va commencer par les panélistes vont se présenter en fait. Je vais vous laisser la parole. Bonsoir, moi je m'appelle Olivia Liat Tomassi, je suis étudiante en langue et lettres et communication au Cégep du Vieux Montréal. J'ai participé à la campagne contre la discrimination des jeunes de Montréal autochtones. Donc en fait, nous étions plusieurs jeunes on a reçu des ateliers sur les droits humains par plusieurs organismes. Et c'est ensemble qu'on a décidé qu'on voulait lancer une campagne. Et le sujet qu'on avait choisi, c'était le droit de ne pas être discriminé, parce que nous étions tous des autochtones venus de plusieurs endroits de l'Amérique du Nord, et qu'on était tous à Montréal pour des études. Et c'est là que mon ça a commencé officiellement, parce que disons qu'avant c'était vraiment mon père qui me disait, qui faisait réaliser que j'avais des droits en tant que femme autochtone, donc ça fait un petit bout de temps. Je me présente Nariman. Moi, mon background, c'est que j'ai étudié en psychologie. Je suis psychologue, mais pas au Québec, parce que je ne fais pas partie de l'ordre des psychologues, mais en France. Puis aujourd'hui, je travaille dans une banque. Je me considère ni comme une militante, ni comme une activiste, simplement une citoyenne. Puis je vise à avoir ma propre opinion, et c'est elle que je viens partager. C'est juste ma voix de femme racisée ou d'origine XYZ, d'être humain, et c'est elle que je viens juste porter ici. Moi, c'est Camille Wanamaro. Je suis afroféministe, étudiante à médiatrice alimentaire et blogueuse. En fond, je suis activiste depuis environ 2 ans. J'ai baigné dans le milieu féministe, j'ai donné des conférences un peu partout, puis c'est ça que je me donne ici. Je suis ici pour parler spécifiquement du féminisme noir et comment il est rattaché au féminisme intersectionnel. Donc, c'est ça. Moi, je me nomme Nourdine Jean. Je me considère féministe intersectionnelle depuis environ 1 an. Je dirais que mon militantisme a commencé depuis environ 1 an. Je suis aussi blogueuse pour le blog amalgame.info. Et puis, gouvernement membre de l'équipe nationale contre la haine au Québec.
Donc, je suis aussi fait quelques conférences ici. Salut, moi c'est Claudia. Dans le fond, j'ai été dans le mouvement étudiant et dans les espaces féministes étudiants depuis environ 3 ans. D'abord dans le syndicat étudiant du Collège des Villeneuve, puis après dans l'association pour une solidarité sociale. Maintenant, je suis simplement étudiante de l'UQAM et en sciences humaines. Et je vais faire dans l'histoire. Bonjour, moi c'est Zéna Mawassi, je suis étudiante en anthropologie à l'Université de Montréal. Aussi, je suis membre du SDHPT-UDM, c'est Solidarité pour les droits humains et palestiniens et palestiniennes. C'est une organisation étudiante qui milite pour les droits humains des palestiniens et palestiniens. Et aussi, je suis blogueuse pour Amalgame. Amalgame, c'est un blog pour les femmes de minorité ethnique, mais bientôt aussi il va y avoir des hommes. Donc, ça vous intéresse un peu plus. Amalgame.info. Mais attends, voilà, donc ça va continuer comme ça. Je vais poser des questions à la ministre, ça va répondre. Ensuite de ça, ça va partir en discussion avec la salle. Je voulais juste spécifier que pendant la discussion, on va faire très attention que moi je vais arrêter ça net pour vrai. S'il y a des propos racistes, s'il y a des propos sexistes, s'il y a des propos transphobes, s'il y a des propos islamophobes, ça ne sera pas acceptable. Sinon, au micro, il y a un seul micro, fait qu'on laisse la parole à ceux qui entendent en parler. On laisse la parole en premier tour aux personnes qui n'ont pas de privilèges, donc les femmes racisées, les personnes en situation de handicap, les femmes et après les hommes. On se gère ça comme on peut. Je ne vais pas faire une police du genre, je ne vais pas gérer vous. Et sinon, on essaie que si vous avez déjà parlé, prenez votre temps et vous arrivez en deuxième tour. Puis vous laissez ceux qui n'ont pas encore parlé en premier. Puis voilà, je pense qu'on essaie de minimiser ces propos aussi, de ne pas avoir des propos Ah, ok, je vais parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, non. Non, je m'excuse. Dans le fond, je vais commencer par vous poser une première question. Quelles sont les perspectives des femmes racisées sur le féminisme, sur les féminismes? Allez-y, lancez-vous. Garochez-vous sur le micro. Il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment avec féminin, vous dites ce que vous voulez, la question est lancée. Je pense que je suis la personne qui a le plus long texte, c'est pour ça qu'on me tend le micro. Je vais essayer de ne pas trop prendre le plancher. J'ai reçu les questions, puis j'ai écrit un petit texte. En fait, je voulais raconter des petites choses plus que répondre aux questions. Puis je vais essayer de répondre aux questions indirectement. Je voulais mentionner, comme en commençant, j'ai dit que j'étais ici comme une voix humaine. Ça me paraît essentiel de revendiquer notre individualité. Et les perspectives des femmes racisées sur les féminismes, en fait, c'est important qu'il y ait des S à tous les mots, parce que justement, c'est des perspectives qui sont multiples. On parle aujourd'hui, on parle beaucoup de privilèges, de notion de privilège. En fait, c'est important de comprendre que dans la notion de privilège, il y a évidemment la notion de qui a un privilège versus qui ne l'a pas. Puis il y a toujours, on a tous des privilèges. On en a tous plus ou moins, mais on en a tous. Là-dedans, ça peut être, effectivement, quand on parle de la couleur de peau, même en étant racisées, certaines personnes qui vont être plus pâles de peau vont avoir plus de privilèges que des personnes qui ont une peau plus foncée. Certains critères physiques sont plus valorisés que d'autres dans la couleur de peau. Moi, en tant que femme racisée, par exemple, il y a un affront que je ne subis pas qui est celui des arrestations au faciès. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un chiffre qui est sorti qui est assez incroyable, qui dit que les hommes
arabes et noirs ont environ 9 fois plus de chances de se faire arrêter au Canada qu'un homme blanc. Moi, comme femme arabe, je ne suis pas concernée parce que je le suis beaucoup moins. C'est la même chose en France. Le chiffre en France, c'est 60% de plus de risque de se faire arrêter quand on est un homme noir ou arabe. C'est important de réaliser que quand on parle des féminismes et de nos perspectives, de le rappeler toujours dans ce contexte-là où il y a des privilèges qu'on a, puis il y en a qu'on n'a pas. Donc c'est un petit peu toujours cette question-là d'identifier comment on peut définir les différents privilèges, puis là-dessus, la façon de lutter. Il y a des luttes, il y a une convergence des luttes à certains moments. Vient le moment où moi, si je me mets en arrière d'une femme qui a moins de privilèges que moi, c'est important que je sois consciente qu'effectivement, je ne devrais pas parler à sa place, par exemple. C'est le cas, moi, en tant que femme musulmane. Je pourrais prendre la parole pour parler des femmes voilées, ou je pourrais juste me taire et reconnaître que je ne suis pas... Il y a une majorité de choses que j'entends dans ma vie quotidienne sur les femmes voilées qui me viennent, où les gens me disent « toi, c'est différent ». Ce « toi, c'est différent », c'est un espèce de privilège. C'est super difficile à identifier comme un privilège parce qu'en fait, l'agression, je l'aime aussi parce que la réalité, c'est que je m'identifie aussi aux femmes voilées dans le sens où j'ai des femmes dans ma famille qui sont voilées, puis je suis musulmane, que mes cheveux, que tu vois mes cheveux, que tu ne les vois pas, ça ne te regarde pas ce en quoi je crois. Et c'est ça, dans notre voix, je pense que les perspectives des femmes racisées aujourd'hui, c'est les perspectives au pluriel. On revendique en même temps le pluriel et on revendique paradoxalement notre individualité. Donc ça a l'air paradoxal, mais ça n'est pas tant que ça quand on prend le temps justement de s'arrêter puis d'entendre nos voix. Puis je me vais. Moi, justement, ce que j'avais à rajouter, ça rebondit beaucoup sur ce que Marie-Marie disait. Par rapport à la question qui est c'est quoi notre vision de perspective des femmes racisées. Voilà. C'est que je pense que c'est justement on explique beaucoup qu'il y a des féminismes et non un féminisme. Et c'est pas une mauvaise chose. Des fois, on a un peu cette impression que non, on devrait tous et toutes se réunir sous une même couverture pour plus de solidarité. Mais c'est normal qu'une personne qui vit une intersection dans sa réalité en tant que personne féminine centralise son discours sur un sujet ou des sujets. Mais ce qui moi vient plus m'affecter, c'est que du féminisme blanc, il y a cette impression que leur féminisme, c'est le féminisme. Donc, par exemple, contrairement à l'afroféminisme, donc elle se considère comme féministe et tout, on ne nie pas que les conditions sont plurielles, on ne nie pas, c'est juste qu'on se centralise sur notre condition en tant qu'afroféministe. Tandis que dans le féminisme blanc, c'est vraiment cette impression que ce que cette lutte-là revendique, ça s'applique à tous et à toutes. Puis je trouve que on ne réalise pas à quel point ça peut être plus violent que ça l'est. On ne réalise pas que c'est plus violent que ce qu'on dit, parce que ça met les réalités, par exemple, en tant que femme noire, comme secondaires. Donc ça donne l'impression que les réalités d'une femme blanche sont applicables à toutes, mais que si ça additionne après, c'est secondaire, puis c'est à mettre au second plan de la lutte. Puis ça, c'est en tant que, mettons, moi, femme racisée, je considère de ça. Donc, je rebondis sur ce que les deux femmes ont dit. Donc, contrairement au féminisme universaliste, c'est que justement, ça vient reconnaître qu'il y a plus qu'un féminisme, il y a plus qu'une perspective. Donc, moi, comme personne noire, comme femme noire, je ne peux pas séparer ma couleur de peau, ma race, de tout autre aspect. Je ne peux pas m'en détacher, ça m'affecte toujours. Ça m'affecte toujours. Donc, on me fait souvent accuser
à tort de dire ah, mais pourquoi tu ramènes la race à l'intérieur de ça par des personnes blanches? Sauf que moi, je ne peux pas marcher dans la rue sans que personne ne voit que je suis noire. Donc, une plaque tournante, pas une plaque tournante, mais ça, c'est une grande partie de mon identité parce que je me suis toujours fait voir comme une personne noire. C'est pour ça que je me revendique de l'afroféminisme. Et je trouve ça bien justement qu'ils disent que quelles sont les perspectives au pluriel parce que ça démontre qu'il y en a plus qu'une. Et même au sein des femmes racisées, même les femmes racisées elles-mêmes peuvent être négrophobes envers les femmes noires. Et de mon expérience, je trouve que les femmes noires subissent beaucoup de policing par rapport à leur attitude, à leur présence. On a l'impression qu'ils prennent comme 20 fois plus d'espace qu'ils en ont en réalité. Donc, c'est toujours quelque chose que je dois apprendre à naviguer. Comment faire en sorte que mes perspectives, quand je les expose, quand j'en parle, je ne sois pas un stéréotype, ou je ne sois pas vue comme une femme noire en colère, ou tout autre stéréotype envers une femme noire. Et ça affecte aussi mes relations. Donc, dans nos revendications féministes, on a toujours pensé d'où on vient comme femme noire. Donc on vient d'une longue histoire de colonisation et d'esclavagisme des femmes noires et d'exploitation des corps des femmes noires. Donc, quand on lutte autant pour se réapproprier nos corps, on doit avoir ça en perspective. Donc c'est ça, c'est juste pour dire qu'il y a une pluralité des perspectives dans les féminismes racisés. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une pluralité des perspectives qu'il ne peut pas avoir une solidarité. Attends, je vais juste arrêter pendant 2 secondes. Vous demander au fond si vous entendez bien. Tout va bien. Puis parlez plus proche du micro. Ok. Ok. Moi aussi, j'avais préparé un peu une présentation. Fait que je vais vous penser de cette présentation. Pour répondre à la question, quelles sont les perspectives des femmes racisées? Ma perspective découle beaucoup de mon expérience. Fait que je vais commencer par ça, mon expérience militante. Je voulais commencer en fait avec une anecdote, une brève anecdote. Il y a près d'1 an et demi, j'étais en train d'avoir une discussion avec quelques amis sur le racisme dans le mouvement étudiant. C'était 2 garçons blancs, comme militants, féministes, alliés, tout ça. Justement, en pleine conversation, j'avais dit quelque chose dans le genre, en tant que personne racisée, j'ai vécu. Et là, j'ai pas pu finir ma phrase parce qu'un des garçons m'a tout de suite interrompu par surprise. Pour ça que c'est en bien. C'est vrai, t'es une personne racisée. Le gars s'est en question de s'excuser par la suite. Mais la question m'a pas mal réfléchir. Depuis le début de mon militantisme dans un milieu qui est majoritairement blanc, les mouvements étudiants, les espaces féministes blancs, j'avais très peu parlé de ma racisation, de mes origines, ou simplement du racisme de façon générale. En fait, j'avais fait tout mon possible pour faire oublier que j'étais une femme racisée et que j'étais une enfant de parents immigrants. En fait, c'était dans l'objectif, là je le remarque par la suite, que je ne devais pas être associée justement au stéréotype d'une militante racisée ou une immigrante, une latine, et être cantonnée en fait à des luttes que plusieurs jugeaient secondaires et que moi-même je jugeais secondaires à ce moment-là. En gros, j'essayais un peu comme on dit, être one of the boys, un des gars, d'être one of the white. One of the white people, et des blanches. C'est pour ça que quand mon ami avait découvert, entre guillemets, que j'étais racisée. C'était parce que c'était l'une des premières fois que je me qualifiais ainsi. Et ça découlait sur réalisation. Ça faisait quelques mois que j'avais commencé à m'impliquer à l'ANC, qui est au niveau du Québec. Puis justement, une des premières expériences d'implication que j'avais dans cette organisation,
ça avait été d'être immédiatement et constamment mélangé avec l'une des 2 ou 3 autres fantasisées qui présentent à des événements de 40 et 50 personnes. Au point où est-ce qu'il y a une vidéo YouTube de moi qui donne un discours, mais c'est le nom d'une autre militante qui écrit pour mes articles. Tout ça pour dire qu'en fait, cette expérience-là m'apporte à certaines réflexions. Je pense que lorsqu'il est question, en fait, des réflexions beaucoup plus larges, en fait, quand il est question de on parle justement de marginalisation, d'intimidation des femmes, c'est pas juste un terme académique, c'est pas juste quelque chose qu'on voit dans les médias ou dans les questions parlementaires ou économiques, c'est présent ici maintenant dans nos milieux féministes. Parce qu'ils continuent, dans ce jeu de la cité là-dessus, continuellement présents. Parce qu'ils sont tout simplement pas séparés du reste de la société. On dit parfois qu'on est celles qui sont oubliées des livres d'histoire, mais aussi on est aussi oubliés des stratégies, des actions et des réseaux de contacts. Quelque chose d'extraordinaire. Zena, il faut qu'on puisse penser des 3 questions différentes. Donc, elle a préparé quelque chose. Oui, non, oui, je sais que c'est pas la seule. Elle a préparé quelque chose, et là, elle va y aller. Elle va parler. Après ça, pour rebondir plus tard. Mais ça se peut que vous trouvez que ça peut plus la première question. Ça va être un petit peu évident. Allô? On m'entend? C'est beau? Oui. Bonjour. Je vais encore me présenter parce que je m'appelle Sénat Moassi. Je suis étudiante à l'Université de Montréal. Puis on dit de moi une femme soumise. Hein? Je m'appelle Sénat Moassi. Je suis étudiante à l'Université de Montréal. Ma mère ne porte pas le voile et mon père en a rien à foutre de la religion. Je vais vous dire, mais vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça, parce que tout se suit. Parce que je suis tannée qu'on nous voit comme un bloc. Hein? Un bloc qui est comme ça, puis qui ne change pas, genre. Puis qui sont tous comme ça, puis qu'on connaît toute sa vie. Et même sans qu'ils nous le racontent, on connaît déjà sa vie. Bon, comme je vous ai dit, c'est ça. Pour un peu vous faire rire, ma mère, elle porte pas le voile, mais tu sais, parfois, elle va le mettre en hiver. Puis là, mon Dieu, en été, elle va faire ça. Il fait chaud, je vais l'enlever. Tu sais, ça me fait trop rire parce que, comme, justement, genre, on n'est pas toutes pareilles. Tu sais, les femmes musulmanes ne sont pas toutes pareilles. Je suis si tannée qu'on a cette image de nous. Tu sais, aussi, oui, je porte le voile pour des raisons religieuses. Mais il n'y a pas juste ça, hein? Il n'y a pas juste ça. Yes. Non, mais comme, tu sais, d'une femme à l'autre, le voile, il y a différents sens, hein? Comme, tu sais, il y a des raisons, tu sais, ça va être, oui, religieux, d'autres, ça va être culturel, d'autres, ça va être esthétique. Et comme je le raconte toujours, tu sais, moi, là, dans une société où les standards de beauté, c'est genre ressembler à la femme blanche, avoir des cheveux lisses, avoir un petit nez, là, je me sens rebelle à avoir mon voile sur ma tête. Merci. Justement, genre, vivre dans un monde où on ne veut pas de moi, ben, je me sens rebelle, puis je vais le garder sur ma tête. Je vais lutter pour. Tu veux pas de moi, ben je m'en fous. Puis aussi, oh oui, c'est comme, tu sais, mon corps m'appartient, là. Mon corps, il appartient à personne. J'ai le droit de faire ce que je veux avec, genre. Puis ça, on dirait que le monde ne comprend pas. On dirait que le corps des femmes musulmanes, des femmes qui portent le voile, surtout, je dirais, ils ne leur appartiennent pas. Il appartient à tout, sauf à elles, genre. C'est ça, tu sais,
sais, je vous raconte tout ça, puis il y a d'autres trucs qui m'énervent aussi. Tu sais, moi, je suis considérée genre la femme cool, voilée, que sa mère n'est pas voilée, puis que son père est athée, genre. Puis là, tu sais, quand je raconte tout ça, ils vont faire une sorte de hiérarchie entre la femme qui porte le voile. Tu sais, il y a comme moi qui est cool, on m'a mis en haut de l'échelle. Mais il y a elle que, genre, ses parents, que sa mère porte le voile, puis que son père est pratiquant, on la met en dessous de l'échelle. Puis quand je leur dis que ça me dérange, ça, on me demande, ben voyons, pourquoi c'est là, on est en train de te dire que t'es cool, genre, t'es pas comme les autres. Tu sais, comme c'est si dérangeant, puis, tu sais, je veux pas mettre la bulle de personne, mais je ne suis pas une exception. Il y en a plein comme moi, ok? Je suis pas unique, je suis peut-être unique pour d'autres raisons, mais pas pour ça. Tu sais, j'en connais énormément des femmes, genre, que leur mère ne porte pas le voile, puis elle le porte. Bon, c'est ça, la sorte de hiérarchie qu'on fait entre les femmes qui portent le voile est si dérangeante. C'est surtout à la femme que je suis. C'est pas parce qu'une fille, sa mère porte le voile, que son père est pratiquant, qu'elle l'a pas fait librement aussi, mais elle l'a fait librement aussi. Là, oh oui, un point qui me dérange tellement, c'est le paternalisme infantilisant envers les femmes qui portent le voile. Tu sais, la femme qui porte le voile, elle est vue comme une personne stupide, analphabète, non éduquée, qui a besoin d'être libérée, soumise. Tu sais, on attend après la femme blanche pour venir nous libérer, hein? Non, mais sérieux, c'est tellement dérangeant, c'est du féminisme ethnocentrique et néocolonialiste. De vouloir tout le monde comme elle. Tu sais, moi, j'ai choisi justement de porter le voile, personne ne m'a forcé à le mettre. Vouloir me l'enlever, c'est aussi pire que vouloir m'obliger à le mettre. Mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Puis là, il y a toujours quelqu'un pour sortir l'argument de « Ouais, mais il y a des pays où les femmes sont obligées de mettre OK, on n'est pas dans ces pays-là. On n'est pas là. On n'est pas là-bas. On est ici, au Canada, au Québec. Deux, comme vraiment, si vous voulez vraiment aider ces femmes-là, ben, je sais pas, dites au gouvernement en Occident d'arrêter d'exploiter et de bombarder leur pays. Pour que ces femmes puissent se concentrer à lutter contre le patriarcat. Parce que quand un homme dit à une femme de mettre le voile, le problème, c'est pas le voile. Le problème, c'est le patriarcat. Okay? Et là, au lieu de devoir lutter à tous les jours pour qu'elle se trouve un endroit où elle doit se cacher contre le bombardement avec ses enfants, où elle doit passer sa journée à chercher de la bouffe pour nourrir ses enfants et sa famille, ben, elle va pouvoir lutter contre le patriarcat si nos gouvernements arrêtent de bombarder leur pays. Puis, troisième réponse à cette question-là, ça serait, ben, il y a des mouvements féministes là-bas aussi, là. Et pourquoi après la femme blanche peut les blâmer? Bon, j'avais fait une petite conclusion. Je pourrais la faire après? Non, c'est pas vrai. Mais bon, je laisse la parole à d'autres femmes, d'autres magnifiques femmes. Ouais, ça va. Je vais aller avec une deuxième question. Est-ce que vous avez comme tout compris que c'était comme on a ce blog, mais comme freestyle, hein, comme vous répondez, vous prenez la parole, faites comme vous voulez. En ce moment, c'est pour vous la parole, comme elle est à vous, vous la prenez comme vous le sentez. La deuxième question, ce serait à qui revient la tâche de décoloniser les féminismes d'après vous? Moi, je pense que la tâche de décoloniser les féministes revient à tout le monde. Donc, il faut... parce que les personnes blanches ont tendance à siéger dans des institutions, à être dans des classes où il y a majoritairement des personnes blanches. Donc, c'est pas seulement de
Donc, il faut commencer par non pas seulement décoloniser nos relations, mais aussi décoloniser l'addiction parce que vous avez un pouvoir là-dedans. Vous n'êtes pas juste vous ne pouvez pas juste vous asseoir à attendre que les personnes racistes fassent des recommandations. Des recommandations que vous n'allez pas écouter de toute façon. Fait faut que vous ayez la tâche de dire que vous passez le micro. Arrêtez de parler pour nous, on est capable de le faire. Donc, faut que vous dénonciez, que vous savez, vous voyez que vous êtes dans les environnements majoritairement blancs, dites pourquoi c'est comme ça, pourquoi on ne peut pas faire autrement. Donc la tâche de décoloniser les féministes revient à tout le monde parce que le féminisme c'est un tout, donc le féminisme est toujours là, on ne peut pas arrêter de penser le féminisme dans tous les enjeux tout le temps. Donc il faut inclure les enjeux intersectionnels et penser aux différents aspects de marginalisation tout le temps. Pas juste quand une personne racisée vient nous dire comme « Hey, il me semble qu'on pourrait faire ça autrement ». Attendez pas après nous parce que des fois on n'a juste pas l'énergie pour se plaindre. Des fois on veut juste pas vous affronter. Des fois on veut juste pas confronter 10 personnes blanches qui disent ben non, c'est bien correct, on n'est pas raciste. Donc c'est ça. La deuxième tâche pour décoloniser les féministes, je pense que ce serait décoloniser les relations. Donc on sait tous que vous avez des personnes dans votre vie qui sont exactement racistes. Donc, c'est votre tâche aussi de call out les personnes racistes et de justement leur dire que c'est pas correct, c'est pas acceptable parce que justement le problème du racisme c'est qu'il est tellement normalisé. Et c'est pas juste le racisme, genre la personne dans le gay, c'est le racisme de ton grand-père qui dit planter au souper de Noël. Fait que ça, c'est des trucs qui doivent devenir inacceptables, que vous n'allez pas tolérer parce que ça suffit maintenant, ça nous affecte au quotidien. Puis, en plus de devoir compléter toutes les tâches que vous faites au quotidien, aller à l'école, travailler, on doit vivre en entraînant pour du racisme. Donc, et aussi décoloniser vous-même. Donc, il faut arrêter d'avoir des réflexes de paternalisme vis-à-vis des personnes racisées, arrêter de penser qu'on a besoin de vous pour avancer dans la société, qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, on est capable de le faire nous-mêmes. Donc, il faut arrêter de faire du paternalisme, de se consoler en blanc en disant « Ben non, on n'est pas raciste, tu tapes dans le dos comme on n'est pas raciste. » Il faut juste arrêter, il faut aussi déconstruire son racisme intérieur, puis déconstruire tous ces réflexes racistes-là. Quand tu traverses la rue parce qu'un noir bouge pas le bout de la rue, c'est raciste. Même si personne te voit, tu le sais à l'intérieur que c'est bon. Fait arrête de le faire, pourquoi tu le fais, c'est irrationnel. Donc, c'est ça, donc je pense qu'il c'est en multicouche et c'est un travail qui va être long et ardu. Et c'est pas facile, je dis pas que c'est facile, juste que c'est nécessaire de le faire parce que c'est nécessaire pour notre survie. Je dis toujours que chaque respiration d'une personne racisée dans ce monde est un acte révolutionnaire parce qu'on a survécu jusqu'ici. Bon, c'est sûr que c'est difficile de compléter après ce que Camille vient de dire parce que ça résume vraiment bien le tout. Mais je vais quand même essayer d'ajouter un point, deux points, disons. C'est un peu comme ce que Kali a dit, il y a le rôle, parce que je pense que la tâche de décoloniser le féminisme appartient d'une certaine manière à tous et à toutes. Mais pas nécessairement de la même manière. Donc, parce qu'il y a le rôle de l'allié, puis il y a le rôle de l'oppressé dans la lutte, dans cette tâche. Puis elle ne peut pas être complètement pareille, parce que c'est sûr que, ne serait-ce que par le fait que la position de la personne, de l'allié et de l'oppressé n'est pas pareille, la position dans la décolonisation ne peut pas l'être non plus. Mais là, le problème, c'est que c'est pas nécessairement le rôle, mais ça devrait être les rôles de l'allié. Excuse-moi, je suis pas une crampe dans la jambe. L'allié, parfois, doit prendre la position pour que le société puisse self-care, parce qu'on n'a pas toujours l'énergie de dénoncer les oppressions qui nous agressent systématiquement. Comme à
d'autres moments, c'est le moment plutôt de juste passer le micro, comme Kali a dit. J'ai plus tendance à dire passer le micro, mais c'est sûr qu'il y a toutes ces fois-là aussi où c'est une question de parler pour le pressé. Puis, c'est sûr qu'il y a une question de jugement qui embarque ou pas, d'où la possibilité, oui, de faire des erreurs. Parfois, on est de bonne foi, comme ils disent. Mais finalement, on peut se faire réprimander puis réaliser que c'était pas nécessairement un bon geste à faire en tant qu'allié dans la lutte. Puis, d'où l'importance d'apprendre, de pas mal voir les call-outs. Parce que dans une oppression, il n'y a pas de guide. Même s'il y en avait un, c'est sûr qu'il sera flexible. Donc, il faut comprendre que ça ne fait pas de nous une mauvaise personne si, par exemple, en tant qu'allié, on ne fait pas nécessairement ce qu'on... Même si on le considérait bon, on ne fait pas nécessairement ce qui est considéré bon pour l'oppressé. Puis, j'aurais aussi, je mettrais l'importance à ajouter que l'allié, c'est... Bon, déjà, c'est difficile de s'auto-proclamer allié d'une lutte. Oui, mais c'est ce que j'allais décrire, mais elle vient de le dire en une phrase, c'est un processus, c'est pas une identité. Voilà. Et c'est une attitude active, et ces temps-ci, c'est parce que je le remarque, tu sais, il y a beaucoup plus de personnes qui vont se considérer intersectionnelles ou dire qu'elles ont la loupe intersectionnelle dans leur féminisme, plus que de personnes qui ont l'attitude intersectionnelle. Donc, par exemple, là, moi c'est sûr, en ce moment, c'est aussi quelque chose qui me donne vraiment beaucoup, là, mais tu sais, par exemple, le silence des femmes blanches pour les femmes noires, je pense, aux États-Unis, ça parle beaucoup. Puis c'est rien en plus, là, de, par exemple, juste partager une publication sur Facebook, mais ne serait-ce que ça, qui n'est pas fait, ça qui est un léger geste, on va se dire, donc ça démontre à quel point elles ne font rien de réellement intersectionnel, plus que de juste en parler. Puis, j'aimerais en profiter pour dire que comme l'intersectionnalité, c'est pas un sujet chaud, c'est pas la manière tendance de rendre ton féminisme trendy, okay? C'est d'abord et avant tout quelque chose de nécessaire, qui est exprimé par des personnes qui en ont besoin pour littéralement survivre. Se dire allié, justement, ça ne peut pas être qu'une identité. Ça ne peut pas être qu'une identité. Il y a une attitude qui vient avec, il y a des gestes qui viennent avec. Là, c'est sûr que les gestes, tu veux pas, on est dans un système capitaliste, là, c'est sûr que c'est plus... Ça complique la tâche, mais il peut quand même y avoir par tout le monde une certaine manière d'agir active dans cette tâche de décoloniser le féminisme. Et parfois, cette manière active, c'est que de passer le micro. Donc, par exemple, je sais pas moi, si tu as un journal étudiant, ben, tu peux faire un numéro spécial pour le mois de février. Tu sais, là, je lance des idées en l'air comme ça, mais tu sais, ça peut être que des activités, que des gestes comme ça qui vont montrer que c'est l'intersectionnalité, le rôle de l'allié, c'est pas qu'une identité qui se sont autoproclamée, mais que vraiment, c'est une attitude active. Pour commencer, j'aimerais poser une question comme ça. J'aimerais savoir qui d'entre vous sont venus aux vigiles pour les femmes autochtones disparues ou assassinées ou les vigiles pour les femmes à Val-d'Or. Yeah, super! Parce que souvent, pour décoloniser le féminisme, comme il ne faut pas seulement, comme vous avez dit, de se dire allié ou non, je suis pas raciste. Des trucs comme ça, c'est bon dans ces événements comme ça parce que quand on est victime de racisme ou de discrimination, ce qu'on a besoin, c'est de soutien pour prouver que ce ne sont pas tous les personnes blanches qui sont racistes. Mais il ne faut pas, comme il a été dit, il ne faut pas tout laisser la place. Depuis les centaines de dernières années, c'était pas mal
plus les hommes blancs, cisgenres qui étaient présents. À un certain point, il faut laisser la place aux autres. Il ne faut pas seulement dire on veut aider, mais il faut comme permettre aux gens de pouvoir s'autogérer, de pouvoir nous laisser nous-mêmes parler. Parce que, comme exemple, je suis une femme autochtone inuit, mais je ne veux pas parler pour toutes les femmes inuites. Il y en a que, comme par exemple aux élections, j'en ai parlé tantôt, aux élections fédérales, il y a une femme inuite qui me dit je me vote pour Stéphane un peu parce que lui, il veut nous protéger des terroristes. Mais voyons aussi dans la ligne droite, il y a plus de chances de faire attaquer par le sparadrap que par la terroriste. Alors, c'est bien de vouloir être allié, mais aussi, il ne faut pas aussi... il y a le terme de discrimination positive, mais il y en a certains qui n'aiment pas trop ça. Comme la discrimination positive, c'est penser, exemple, Barack Obama va changer les États-Unis parce qu'il est noir. Non, le fait qu'il est noir, ça ne va pas vraiment changer grand-chose à cause de comment le Sénat fonctionne. Donc, oui, comme la discrimination positive, comme je me suis fait dire, t'es une femme autochtone, tu lis beaucoup, tu vas aller loin dans la vie, mais j'ai pas vraiment l'intention d'aller loin, j'aime ça être tranquille. Comme on veut, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas comme, oui, il faut nous laisser la tâche de nous laisser de faire la continuité, mais aussi comme de ne pas tout mettre sur le poids des épaules. Comme beaucoup m'ont souvent dit qu'il ne saurait rien sur les enjeux autochtones s'ils ne m'avaient pas connu. Parce que c'est rare d'en croiser des femmes autochtones. Peut-être que vous en croisez, mais peut-être que vous n'en voyez pas. Oui, c'est ça, de ne pas mettre sur le poids des épaules parce que souvent, comme je disais, beaucoup de personnes m'ont dit que justement j'avais un droit dans la vie parce que je veux lutter contre le racisme, contre la discrimination. Mais en même temps, si je n'ai pas que ça à faire dans ma vie, je ne veux pas lutter contre la discrimination, je veux vivre sans discrimination. Oui, voilà. Merci. Je vais répondre, c'est là où je vais lire mon grand texte que j'ai écrit, parce que moi aussi j'avais compris la même chose que toi. Donc c'est ça, dans le fond, je vous ai dit que j'avais étudié en psychologie, mais je voulais parler plus d'histoire. Je voulais parler du coût psychologique de ne pas décoloniser le féminisme, mais finalement je vais parler d'histoire. En tant que je suis une actrice sociale, je ne suis pas une simple spectatrice. Donc le racisme, je le vis au quotidien. J'ai grandi dans une famille qui a connu le racisme de près. Je suis moi-même issue, donc originaire d'une famille qu'on considère autochtone ou indigène, parce que c'était comme ça qu'on nous appelait, les indigènes, en Afrique du Nord. Je vais vous parler d'un décret qui s'appelle le décret Crénut, qui en 1870 a commencé à tracer, en fait, la France a colonisé l'Afrique du Nord dans les années 1830 à peu près. Quand les Français sont arrivés en Algérie, ils ont réalisé qu'il y avait énormément de Juifs qui vivaient assis à côté des musulmans, comme partout dans le bassin méditerranéen. Pour ceux qui connaissent l'histoire, les Juifs et les musulmans, les Arabes et ce qu'on appelle les Berbères ou c'est peu importe comment on les appelle, mais c'est dans le fond, moi je suis chaouia par mon père, mais nous autres autochtones, on vivait, certains juifs, certains chrétiens, certains musulmans, en Afrique du Nord. Et quand la France a colonisé l'Algérie, ils sont arrivés, puis il y a des juifs qui sont arrivés aussi en Algérie, puis qui ont réalisé qu'ils avaient des frères de religion qui vivaient là. Puis là, à un moment, ce que je vais décrire, c'est pas une question de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais ça définit exactement ce qu'est le racisme, puis comment ça se met en place. Les Juifs, enfin les Français, tous les Français, qu'ils soient juifs ou chrétiens, considéraient que les Algériens, les Africains du Nord, on ne les appelait pas les Algériens, que les Africains du Nord étaient des indigènes, des sauvages, des barbares,
donc il fallait les coloniser, leur apprendre la culture, la civilisation, un petit peu comme ici quand on retrace comment les Blancs sont arrivés en Amérique du Nord, ça s'est produit exactement de la même façon. On a amené la civilisation. Le on exclut celle qui parle. Je ne m'identifie pas aux colonisateurs, je m'identifie aux colonisés. Et on a amené, donc les Blancs, les Européens ont amené la culture avec eux. Puis là-dessus, il y avait des Juifs en France qui ont dit ok, mais on a des frères de croyance qui, et s'il y a des textes qui démontrent, c'est super intéressant parce qu'en fait ils disent ces Juifs-là sont des indigènes, ils sont des sauvages, mais on ne peut pas les laisser à ce sort-là parce qu'ils partagent la même foi que nous. Donc il y a eu un lobbying en 1860 pour qu'il y ait un décret qui soit fait pour différencier les Juifs des musulmans en Algérie. Donc les gens vivaient là, puis ils avaient juste des religions différentes, mais ils vivaient en tribus, c'était tous des sauvages, des indigènes, peu importe comment tu nous appelles, on vivait pieds nus, nous vivions pieds nus, puis les Blancs arrivaient, puis on les appelait les pieds noirs parce qu'ils avaient des chaussures. Mais ça a fait qu'en 1870, la France a dit nous on fait un décret, puis c'est vraiment du lobbying des Juifs français qui ont dit nous on s'identifie à ça. L'absence d'identification, c'est ce qui crée le racisme. C'est à partir du moment où tu dis ces gens-là sont différents. La réalité, c'est que les Juifs qui vivaient en Algérie et les musulmans qui vivaient en Algérie étaient, si on les identifie comme des sauvages, ils étaient tous des sauvages. Il n'y avait pas il y avait des sauvages qui croyaient en Yahvé, puis d'autres qui croyaient en Allah. Puis, ils étaient tous des sauvages, ils avaient tous les cheveux pas coiffés, puis tout ce que les Français qui s'estimaient comme des gens avancés rejetaient, les deux peuples, les deux religions les avaient. Puis pourtant, le racisme, ça commence quand on dit « je ne m'identifie pas à ça, je ne te reconnais pas un statut d'être humain ». Puis là, il y a une rupture qui se passe. Donc on autorise les Juifs, parce qu'ils sont Juifs, à devenir Français, et on le refuse aux autres indigènes qui sont musulmans. On leur dit « non, vous restez des indigènes, mais les Juifs deviennent Français ». Après ça, si on revient, on passe le temps, on arrive en 1939, quand les Allemands ont occupé la France, il y avait... il faut être conscient que la judéophobie, elle existait déjà en 1870, et c'est parce que les Juifs se sentaient menacés qu'ils voulaient aller faire une union avec leurs frères d'Afrique du Nord. Donc la judéophobie, elle a existé, les pogroms ont existé, la Shoah a existé, mais là-dedans, il y a quelque chose qui est très fort, et qu'on voit aujourd'hui dans la création d'Israël, puis qui est la lutte. On lutte pour ceux qu'on reconnaît comme nos frères humains, et on retire de la lutte ceux qu'on ne reconnaît pas comme nos frères humains. En 1939, quand les Allemands sont rentrés en France, puis en 1941, quand la France s'est rendue, c'est sûr qu'on réalise que le sort des Juifs était finalement pas si important pour la majorité des Français. Donc là, on voit encore la lutte du racisme. C'est-à-dire que pour les Français, lutter pour les Juifs qui se faisaient déporter, c'était pas une priorité parce qu'ils ne les identifiaient pas comme des êtres humains. Pour les... c'est ce qu'on a vu entre 39 et 45. Il y a à ce moment-là, il y a des indigènes qui partent d'Afrique du Nord pour libérer la France. Ces gens-là, il y a des Africains du Nord, il y a des Africains qui sont noirs, qui partent et qui luttent. Il y a des films qui ont été très peu, mais il y en a des films, notamment indigènes, qui justement démontrent les Sénégalais, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. C'est qu'on parle de nombre incalculable de soldats de couleur. En 1944, en août 1944, au moment de libérer Paris, les premiers bataillons sont des bataillons de gens de couleur. On considère que ces personnes-là, leur vie vaut moins cher que la vie des Blancs en France en 1944. On considère que ils sont les premiers à partir, c'est eux ils meurent de froid dans les Ardennes, par exemple. Et puis, sauf qu'en 1944, à un moment, on se libérait Paris, puis là, De Gaulle, il dit ça ne me tente pas que Paris soit libéré par des gens de couleur. Ça, peut-être est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que je dis là ou qui le découvrent? Est-ce que tout le monde le découvre ou est-ce qu'il y a deux personnes qui savent ce que je dis?
ceux qui ne le savent pas et qui pensent que je fabule, googlez Internet, il y a des témoignages de soldats blancs et de soldats noirs, des soldats résistants qui ont... Les soldats noirs, moi c'est des noirs que j'ai vus qui témoignaient et qui disaient qu'ils ont retiré leurs uniformes pour le donner à des soldats, des résistants. C'est pas n'importe qui est rentré dans Paris, c'est des résistants, mais c'était pas des soldats. Les soldats noirs ont retiré leurs uniformes pour les donner à des blancs, pour dire ok, c'est des blancs qui vont libérer Paris. Puis le 26 août 44, Port d'Orléans, c'est des blancs, des résistants qui sont rentrés avec... La réalité, c'est que les résistants, c'était pas des militaires, c'était des 3 mois n'importe qui. Je m'identifie plus aux résistants, une fois de plus, là, mais sauf que la réalité, c'est que c'est des résistants qui avaient bref, trucs de militaires, costumes de militaires qui étaient trop grands pour eux, puis qui sont rentrés pour libérer Paris. Je parle en 44, en fait, l'Allemagne a imposé en 40, l'Allemagne a imposé à la France une monnaie une relation entre le Deutschmark et le franc. L'Allemagne a dit, à partir de maintenant, la France, votre monnaie va dépendre de nous, l'Allemagne. Puis à chaque fois qu'un pays voudra faire du commerce avec nous, ça va passer par nous, on va contrôler votre or. C'est dégueu, hein, c'est absolument horrible. Dans les années 45, quand De Gaulle est arrivé, il s'est dit, la France a besoin d'argent. Donc, et il s'est dit, hey, c'est dégueu cette idée-là, mais c'est une bonne idée d'un point de vue économique et monétaire. Donc je vais refaire la même chose. Cette monnaie-là, elle a été créée par De Gaulle dans les années 50-60. C'est ce qu'on appelle le franc CFA. Le franc CFA existe encore. Quand on parle de racisme et qu'on dit, quand moi je parle de passé, c'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a 153 millions d'Africains qui sont touchés par le franc CFA. 153 millions d'Africains qu'on considère comme des sous-citoyens. La communauté internationale n'a pas jugé nécessaire de libérer, il n'y a pas eu d'intervention pour libérer les pays colonisés parce qu'ils étaient colonisés par la France. Or, quand l'Allemagne est venue, puis est intervenue en France et est venue occuper la France, c'est aussi l'histoire d'une colonisation. Mais cette colonisation-là, elle a duré 3 ans parce que la communauté internationale ne l'a pas acceptée. Cette réalité-là, c'est une réalité qui est raciste, qui prend son fondement dans le fait que les Blancs, tous les Blancs, je vais citer Fanon qui dit tous les Blancs sont racistes. Puis c'est dur quand je dis ça, mais c'est une réalité. Tous les Blancs considèrent que la vie des Blancs est plus importante que la vie des gens de couleur. La réalité, c'est qu'il y a des hiérarchies. On parlait tout à l'heure de la hiérarchie des Noirs par rapport aux Arabes. Il y a une hiérarchie, c'est une hiérarchie qui existe à un niveau international. Il y a des complicités de certaines personnes. Si on parle par exemple des Arabes, il y a une complicité des Arabes avec les Blancs pour poser des actes négrophobes. C'est une complicité de pouvoir. C'est pas une question de dire est-ce que les Blancs sont des méchants. La réalité, c'est que jusqu'à il y a 5 siècles, toutes les civilisations étaient à égalité, avec des avancées, avec des reculs. Il y avait des civilisations qui étaient très fortes en Afrique subsaharienne. Il y avait des Noirs qui avaient des esclaves blancs. L'esclavagisme chez les Arabes, il y avait plus d'1 million de Blancs qui étaient esclaves des Arabes. Donc l'esclavagisme existait partout. Par contre, la différence quand on parle d'esclavagisme et pourquoi on met le point sur l'Occident, c'est parce que l'Occident s'est construit puis aujourd'hui bénéficie encore de ce qui a été posé en fait au XIXe siècle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc qui existe. C'est impossible d'être raciste envers les Blancs parce que depuis 5 siècles, les relations de pouvoir dans le monde, elles ont été bâties. Puis, il y a un livre qui s'appelle l'Occident va mourir, je pense, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de penseurs. Aujourd'hui, le monde entier, l'Occident a pris de la vitesse grâce à la colonie, grâce à l'appropriation des ressources humaines, matérielles, énergétiques, même matérielles, énergétiques, culturelles. Grâce à cette appropriation, l'Occident s'est construit, puis nous, comme racisés, vivant en Occident, on est différent des femmes qui vivent tu parlais des femmes qui vivent dans les pays arabes. Notre réalité,
Moi, personnellement, je suis plus privilégiée que si j'étais restée, si j'avais vécu en Algérie et si j'étais pas née en France. Là, aujourd'hui, on le voit avec Trump. Moi, comme Algérienne, je suis privilégiée par rapport à quelqu'un qui serait aujourd'hui issu d'Arabie Saoudite, par exemple. Et pourquoi j'ai un exemple de l'Arabie Saoudite? Non, je ne veux pas donner l'exemple de l'Arabie. Je vais parler d'un autre pays, mais il y a des relations de pouvoir, puis il y a toujours des complicités. C'est super important quand on parle de décoloniser le féminisme, qu'on comprenne que nos privilèges nous mettent en position d'exiger des complicités des uns et des autres. Sans les complicités, puis il y a eu des complices, si je parle du monde arabe, aujourd'hui quand on parle, tout à l'heure tu parlais de la Palestine, mais il y a eu des complicités du monde arabe. Aujourd'hui, en Arabie, il se passe des choses horribles. Il y a des complicités. Tu sais, les Blancs, aujourd'hui, sont le monde blanc, l'Occident est effectivement responsable de ce qui se passe dans le monde, mais il est allé chercher la complicité de certaines franges de nos propres pays. Donc, je vais arrêter là. Prochaine et dernière question. Après ça, je pense que si tout se passe bien, il va y avoir une petite pause. Puis on viendra poser des questions aux panélistes, ils pourront nous répondre, on va partir en discussion, je pense pas dehors de la salle. Voilà. C'est comment intégrer les pratiques et les perspectives intersectionnelles et antiracistes Comment intégrer les pratiques intersectionnelles et les perspectives intersectionnelles et antiracistes? Je vais commencer avec une anecdote un petit peu drôle. Moi, je suis arrivée à Montréal ça va faire 11 ans cette année. Je ne parlais pas français et quand il a fallu que je m'inscrive pour aller à l'école à Montréal, il a fallu que je m'inscrive au centre d'immigration. Ouais. Et donc, j'ai passé ma première année à Montréal en classe d'accueil avec du monde de partout. Et vu que mes amies filles, je m'en souviens plus où est-ce qu'elles venaient, mais ça fait longtemps. Mais vu que c'était mes amis proches, à ce qui paraît, j'aurais appris à parler arabe avant de parler français. Et là, en ce moment, je suis au Cégep du Vieux-Montréal et j'ai réalisé par mon programme, il y a quoi, 3-4 filles noires. La plupart des filles, la plupart du monde, genre, c'est du monde blanc de la rive sud. Genre, je trouve qu'il manque de mélange d'abord dans les classes parce que, comme je trouve que, exemple, dans un des cours, il y a un des professeurs qui a parlé quelque chose sur les Inuits et je fais non, c'est pas vrai. Fait que ça serait vraiment cool déjà, genre qu'on puisse avoir du monde de partout dans une classe comme ça, on va pouvoir dire à tous nos professeurs quand ils n'ont pas raison de leur dire qu'ils n'ont pas raison. Mais j'avais mon ex féministe, vegan, pansexuel, whatever, qui disait tout le temps que le changement collectif passe par le changement individuel. Et j'aime beaucoup ça parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sauraient pas grand-chose sur les enjeux autochtones s'ils ne m'avaient pas connue. Comme la question fait un peu penser comme s'il fallait faire quelque chose de super grand pour lutter contre le racisme et tout ça, mais ça peut facilement passer par un changement d'attitude, par exemple. Comme
déjà, en disant, de mon point de vue de la discrimination envers les Autochtones, je trouve que ça s'est amélioré en pensant, genre, quand je disais que j'étais autochtone, il y a du monde qui, tout de suite, il lançait les stéréotypes, tu payes pas de taxes, des trucs comme ça, tandis que je l'ai planté. Mais récemment, je vois comme plus d'ouverture d'esprit, comme au lieu de faire genre, ah, tu payes pas de taxes, ils font genre, est-ce que c'est vrai que vous payez ou pas des taxes? On sait que ça, comme ça, c'est déjà mieux que genre d'arriver avec genre des préjugés comme ça. Donc oui, un changement d'attitude, plus d'ouverture d'esprit, mais aussi comme si, exemple, vous voyez une personne qui est trans, mais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le sujet, ben genre, éduquez-vous. Ben oui, c'est simple, c'est genre, la personne est devant toi puis elle est trans, ben profitez-en pour lui en poser des questions. C'est, ben, sois le plus ouvert d'esprit possible, puis ça se démontre dans quelqu'un. Comme je disais, quand je parlais de racisme que j'ai vécu, j'ai souvent eu la réaction « Oh non, je suis pas raciste et tout », mais j'ai déjà eu aussi comme des réactions, genre il y a un gars, c'est genre blanc et tout ça, qui m'a dit « Ben oui, on est raciste, mais ça va changer, on va améliorer les choses ensemble. » Comment intégrer les pratiques intersectionnelles au féminisme? Moi, je suis une croyante que ça peut se faire en deux volets principaux, à mon sens. Premièrement, le volet culturel. Je pense que dans le sens où, je pense que si il y avait une exposition dès l'enfance à d'autres cultures, par exemple, moi je nomme souvent quand j'étais petite, on avait, mais tu sais, j'allais à l'école à Montréal, mais on avait une journée où est-ce qu'il y avait plein de parents racisés qui amenaient des éléments de nourriture d'ailleurs, de leur pays. Puis là, c'était vraiment, il y a de la musique et tout, là, c'était incroyable. Moi, en plus, c'était de la nourriture, je suis vendue. Mais tu sais, des aspects culturels comme ça, je pense que si dès l'enfance, parce que oui, l'enfance, je vais revenir sur ce point-là, mais on l'oublie vraiment trop souvent, on est exposé à une réalité autre. Ça vient un peu briser cet aspect de, tu sais, comme pour revenir au premier point de Nariman, de l'identité, c'est de comprendre justement que, ok, j'existe et ce que je suis existe, mais autre chose existe aussi et ce n'est pas moins valide. Donc je pense que si on était exposé à d'autres manières de vivre, justement, il y aurait peut-être moins des réflexes égocentriques qui reviendraient, parce que d'un sens, c'est sûr que si on est exposé qu'à une réalité, ça peut être compréhensible de glisser dans des tendances à croire qu'elles sont uniques, puis de trouver autre chose différent. Par exemple, et bizarre, tu sais, moi, comme je laisse mon lait avant les céréales, puis avant que quelqu'un m'explique qu'il faisait autre chose, c'est comme, hey, tu fais ça, tu sais, c'est normal. Donc, c'est sûr que si on expose quelqu'un à qu'une réalité, ben, on va la considérer unique. Donc, je pense que le volet culturel, et même si ça peut être perçu comme que de l'art ou peu importe, c'est plus important qu'on pense. Puis l'autre volet, bien sûr, c'est l'éducation. Quand je dis éducation, je parle d'expliquer, parce que vivre dans un... Tu sais, le racisme, on dit racisme, c'est quoi? C'est que ce sont des oppressions systémiques. Puis, c'est la tâche de l'explication de ces oppressions-là est volontairement relayée à ce système-là. Donc, c'est normal que, par exemple, dans un dictionnaire, on va lire que le racisme, c'est juste de la discrimination. Parce que ce système, si tout le monde était conscientisé sur qu'est-ce que le racisme, que c'est un système, et puis tout le monde parle du fait qu'il venait dans des billets, encourage ce système-là, ben c'est sûr que ce système-là serait brisé. Donc c'est pour ça que c'est le système qui explique
qui donne une fausse impression de qu'est-ce que le racisme et le sexisme et toute autre oppression systémique. Donc, si on pouvait partir un mouvement d'éducation qui viendrait briser cette impression que le racisme, qui viendrait éduquer dans le fond qu'est-ce que sont ces oppressions-là, c'est sûr que ça viendrait donner une autre dynamique à ces systèmes-là. Puis, le changement, moi, je le crois principalement, non pas principalement, mais d'abord et avant tout populaire. Donc, je pense que on réduit notre... Quand on dit système, là, tout d'un coup, on pense à le gouvernement, la politique, puis les institutions, complètement. Je n'enlève pas du tout ça, au contraire, c'est très important. Mais c'est qui crée ces institutions-là? C'est qui les nourrit? C'est nous, avec nos billets déjà dans lesquels on baigne depuis notre naissance. Donc, si déjà du départ, nous-mêmes, on s'éduque à briser nos billets, ça va... Donc, c'est comme, moi, je pense que la pyramide part d'en bas, en fait, que il faut que le changement soit populaire, puis que par la suite, ça monte vers le haut, puis que les institutions elles-mêmes changent parce que la population a changé. Puis, la population a changé, les enfants. On les oublie vraiment trop souvent, OK, dans le débat, mais comme, par exemple, moi, je connais quelqu'un qui, c'est un article là, qui a sorti il n'y a pas longtemps là, sur dans la presse, la mère, ses enfants se sont fait traiter de nègres à plusieurs reprises dans une école primaire. Ça a fait un peu le tour sur les réseaux sociaux, mais tu sais, ça, puis si tu pensais pas que c'est un cas unique, là, ça peut arriver vraiment souvent qu'un enfant va vivre des micro-agressions à cause de sa réalité. Moi, c'est pas vrai que j'avais 18 ans, la première fois que je me suis fait toucher les cheveux, là. C'est plein de choses. C'est plein de choses comme ça que si dès le départ, on pouvait donner l'aspect d'éducation, ne serait-ce que, tu sais, maintenant on a commencé à un peu parler à un peu faire l'éducation sexuelle en 6e année là, dans les enfants. C'est très prouvé, on est tout d'accord. C'est pas la meilleure, mais c'est un petit pas, tu sais, si ce petit pas-là pouvait déjà commencer à être fait, tu sais, dans les cours comme éthique et culture, où est-ce qu'on parle jamais de racisme et de toutes ces questions-là, mais que dans le fond, si c'est pas ce cours-là qui va le faire, c'est pas le monde non plus qui le fera. Donc, bref, là, encore une fois, je lance des idées en l'air comme ça, là, je suis en politique. Mais donc, moi, je pense que c'est principalement ces deux volets-là qui peuvent ajouter des pratiques intersectionnelles au féminisme, mais surtout dans le système point. Puis, pour quelqu'un qui vit son féminisme au quotidien, comment l'intégrer, je vais revenir au point de l'acceptation des call-outs. On en parle plus ou moins, mais je pense que c'est contre-productif de défensif exact quand on a un call-out de justement, mais je suis pas raciste, j'ai dit à moi, ok, mais c'est pas ça le point, là. Exact, aussi, tu sais, je veux dire. Oh, tu me posais la question. Non, mais c'est fait quoi après? C'est quoi le plan? Ouais, si tu dis que tu n'es pas, ben, what if t'avais tort? Exact. Maintenant, tu fais quoi? Exact. Puis justement, d'où le pourquoi que c'est contre-productif de juste vivre dans le déni, parce que, tandis que si tu... cette défensive-là vient du fait que justement, tu ne veux pas l'être. Mais si tu ne veux réellement pas l'être, ben accepte qu'en ce moment, t'es call-out sur le fait que tu l'es. Et boum, fais quelque chose. Je pense que ça, c'est pour le féminisme personnel d'une personne. Parce que là, je parlais plus au niveau des institutions et tout, mais tu sais, pour quelqu'un dans son quotidien tous les jours se demande comment je peux intégrer des pratiques intersectionnelles dans mon féminisme, mais c'est sûr que tu t'es déjà fait call-out, puis sans le savoir, tu as sûrement deny les call-outs. Maintenant, fais-le. Moi, mon point que je voulais ajouter à tout ce qu'ils ont dit, c'est challenge les institutions, challenge ce que vous avez appris. Donc, par exemple, la définition du dictionnaire, il y a des gens qui se fient à ce qu'ils ont appris comme si c'était la vérité absolue, mais si on vit dans un monde, justement, qui a été shapé autour de la réalité des hommes blancs cisgenres, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réécrire nos récits? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas
dire que c'est pas la réalité absolue, la réalité de l'homme blanc. Pourquoi on prend ces mesures-là? Pourquoi on apprend ce qu'on apprend? Combien de personnes à l'école apprennent des livres, lisent des livres de personnes racisées dans le cursus ordinaire? Le monde est toujours chassé dans le rayon ethnique, dans un cours spécial pour la littérature afro-américaine. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas intégrées dans le cursus normal? Donc c'est ça, il faut challenge les institutions, mais c'est aussi se challenge nous-mêmes, parce que justement, les humains ont tendance à croire qu'ils sont parfaits, puis qu'on n'a rien à changer, puis qu'on est juste bien, puis on est les meilleures personnes, puis les autres devraient faire comme nous. Mais justement, what if on a des défauts, puis pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les adresser pour un monde collectivement meilleur? Puis sinon, mon autre point, justement, ça passe par l'éducation, comme elle a dit, mais justement, ça passe par l'éducation individuelle, de ne pas forcer les personnes marginalisées à porter les fardeaux des luttes pour tout le monde. Donc, il y avait un hashtag qui paraissait dans le temps de Noël, justement, parce que les femmes noires étaient tannées de porter les luttes pour tout le monde, parce que j'ai toujours que historiquement, les personnes noires, on n'a pas eu la chance souvent d'être white passé ou de pouvoir avoir des traits qui ressemblaient plus à ceux des blancs. Donc, puisqu'on a été historiquement opprimés par le colonialisme, le racisme, l'esclavagisme, etc., on a revendiqué des droits et ça paraît dans le but parce qu'il y a souvent des personnes blanches comme des personnes racisées qui viennent nous demander de revendiquer les droits pour ces personnes-là. Donc, il faut comprendre aussi que quand les personnes revendiquent des droits pour leur individualité, comme Black Lives Matter, vous pouvez aussi faire vos propres mouvements. Vous pouvez aussi soutenir Black Lives Matter sans vous attendre à ce porter les luttes pour toutes les personnes racisées. Donc, ça passe par l'éducation aussi populaire, pas demander aux femmes qui ont déjà une charge, aux femmes racisées qui ont déjà une charge émotionnelle tellement grande à faire, de devoir vous éduquer, vous pouvez juste comme vous. Salut. Moi, je suis dans la gang des gens qui avaient compris que c'était 3 questions maman. Fait que je vais juste continuer mon texte que je m'avais écrit. Mais je veux commencer juste je trouve que c'est intéressant, surtout quand les personnes blanches se posent la question de comment intégrer les perspectives ou justement quelles sont les perspectives. Je pense qu'il faut peut-être se poser la question d'abord où sont ces perspectives. Parce que justement, comme je le disais plus tôt, et je pense que ce que je veux dire va évidemment rejoindre, je pense que d'autres de mes camarades ont dit. Justement, nos perspectives sont généralement mises de côté, effacées, puis on oublie souvent. Puis quand je dis où sont les perspectives, je dis pas nécessairement elles sont là quand ton ami est racisé, comme que tu connais dans ta classe, ou qui est une des seules qui est dans ton communauté. Je parle de collectivement, où sont les perspectives collectives, où sont les groupes de femmes racisées. Donc c'est ça, puis en ce sens, c'est ça. Je vais commencer avec un premier point que je voulais parler, qui est pour aborder justement éventuellement la question de perspective. Mais ça n'a pas de sens, je vais comprendre. Je vais parler justement des formes d'assimilation forcée dans la société, incluant dans les luttes féministes que j'ai abordées plus tôt. Je vais pas parler d'assimilation plutôt que d'incivilisation parfois ou de sous-représentation parce que ça fait référence au racisme du concept de race qui est le colonialisme. Ou, comme ma mère aime le dire, qui est une femme extraordinaire, les invasives. Parce que souvent, le colonialisme, en fait, si vous regardez la définition, est quand même un euphémisme pour parler de génocide, de destruction, d'invasion. Et justement, je ne vais pas répéter comme un obsédant de qu'est-ce que le concept de race, mais juste comme l'expliquer que c'est un concept social, c'est un concept qui n'est pas biologique. Puis, dans ça, justement, quand on parle de colonialisme, justement, on parle surtout justement des génocides culturels, de culture de milliards de personnes, de destruction, de marchandisation, qui continue encore. Un exemple que j'ai, moi je suis originaire du Pérou, mais pourtant mon prénom et mon nom de famille sont espagnols, ma langue maternelle est espagnole, et une bonne partie de ma culture en découle aussi de l'invasion espagnole, que ce soit la musique latine ou le terme latine en soi qui dérive en fait des langues espagnoles et portugaises qui sont des langues imposées.
des telenovelas, des séries télé avec plein de visages forts, de carapages, en fait, une bonne partie justement de ma culture est déjà effacée en ça. Et moi, personnellement, je suis immigrante, je suis descendante, pas immigrante, mais je suis descendante d'immigrante, mais je vais t'identifier à cette immigration parce que je la vis. Et déjà à la base, je suis descendante d'immigrante parce que, comme des millions de personnes, mes parents ont dû quitter leur pays pour des raisons économiques et politiques imposées par l'Occident. Donc, encore une fois, c'est un processus colonial. Et ici, à Montréal, ben, les aspects coloniaux de la culture sont souvent les mêmes repères culturels auxquels je dois m'agripper, mais que je dois souvent ignorer, effacer, oublier pour m'adapter ou, en fait, m'assimiler d'une autre façon à la culture occidentale, ou l'espèce de chose occidentale. Justement, donc c'est pour ça que je voulais dire que de plusieurs façons, on vit différentes formes d'assimilation. Puis, en fait, c'est ça, je voulais m'introduire de cette façon, mais justement, quand je m'introduis en tant que péruvienne, j'aime pas dire ça, je préfère dire je suis descendante de la nation Oro et du peuple qui parle quechua au Pérou. Mais les Pérou, c'est des frontières qui sont coloniales. Et ça, c'est mon expérience, mais c'est sans parler des multiples expériences de nombreuses nations autochtones ici au Québec, qui est un territoire envoyé également. Je vous explique tout ça parce que, ben, comme je pensais à le mentionner, je ne peux pas séparer mon expérience de femme racisée de mon expérience militante féministe parce qu'elles s'affectent mutuellement. Et en fait, c'est ça, ça m'arrive à mon deuxième point, que je pense que c'est important de constater que, justement, ces dynamiques d'assimilation sont également présentes, en fait, dans les milieux militants, dans le fond. Et que parfois, en fait, et c'est pour ça que je pense qu'il est important d'être très vigilant, la volonté de visibiliser les femmes racisées peut mener aux mêmes dynamiques d'assimilation. Je pense que c'est ce qui arrive par exemple avec le terme qui est utilisé pour désigner les communautés racisées, nos communautés. Vu qu'une façon de nous, entre guillemets, assimiler est de nous homogénéiser en nous assignant un nom qui change constamment. On va nous dire les milliers de cultures qui ne sont pas européennes. On est des communautés culturelles, multiculturelles, minorités ethniques, minorités visibles, qui est justement assez paradoxal, parce qu'on est généralement invisible. Sauf quand il est temps de parler de criminalité, de pratiques qui sont jugées à la criminalité. Ou sinon, c'est pour se flatter et dire que le Québec et le Canada sont des endroits tombés à Puis, dans la même veine, je pense que dans les milieux de gauche, des termes comme diversité, inclusivité, intégration sonnent comme des rayons de soleil de positivité sont dans la même veine, en fait, sont utilisés de la même façon. En soi, ce n'est pas des termes qui nous désignent spécifiquement, on s'entend que c'est calculé, mais c'est une façon de ne pas nommer nos cultures, nos noms, nos histoires, ou le rôle que l'Occident joue, mais de définir les autres avec un A majuscule. Pour qui il faut utiliser ces termes spécifiques, justement, les gens qui sont diversifiés. Puis ça permet aussi de définir celui qui parle, celui qui n'est pas diversifié, le Québécois, qui est le statu quo et qui a la légitimité de contrôler les terres sur lesquelles on est et de nous définir. C'est un peu comme l'éléphant dans la pièce. Puis je pense qu'en tout cas, petit par vrai, mais je pense que on peut le constater notamment quand il est question de parler de nationalisme. Justement, quelle nation? Puis c'est une façon d'éviter de parler du racisme, du colonialisme, puis de la discrimination, ou d'oppression, justement. Puis, en fait, ça m'amène à un point qui peut être un peu touché, mais je le remarque parce que justement, ça a été mentionné ces temps-ci, l'intersectionnalité, c'est à la mode, même l'ONU en parle, tu sais, c'est comme un gros trend, là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, de plus en plus, parfois, je pense que c'est très important comme concept l'intersectionnalité, mais des fois, lorsque c'est utilisé par les personnes blanches, notamment les milieux féministes par les femmes blanches, c'est encore une fois utilisé pour assimiler nos réalités dans un euphémisme un peu similaire au concept de diversité, je trouve, qui est de plus en plus un concept managérial dans les entreprises, le diversity management. Il y a plusieurs entreprises qui sont en trash ou des institutions qui l'utilisent comme le FMI, le Fonds monétaire international, Coca-Cola, IBM,
Ouais, en fait, au Québec, on a un des plans d'action gouvernementaux en immigration, ça s'appelle la diversité, une valeur ajoutée. Et que pour le 375e qui, avec c'est Nick là dans le métro, c'est malaisant. Et en fait, si on replace ce titre, pour la lettre sexualité, une valeur ajoutée, bien, on résume l'attitude est présente dans plusieurs espaces de lutte quand il est question de l'intersexualité. Puis, des exemples que j'ai remarqué des fois ça présentait comme une introduction à un texte, un manifeste, un discours en disant ben, on a une analyse intersectionnelle, là les oppressions, puis ça finit là, puis après on oublie complètement les réflexions, tout ça. Ou des fois c'est quelque part, ça l'énerve souvent, là, et c'est pire. On parle des femmes blablabla, des femmes blanches, mais on dit pas, blablabla, et c'est pire pour les femmes racisées, les lesbiennes, les femmes en situation de handicap, nanana. Ben, comme c'est juste ça, donc il n'y a pas d'analyse plus poussée, c'est juste que c'est pire. Puis des fois, je pense aussi, c'est comme dans les actions, c'est juste, il y a une organisation, il y a une manifestation ou une organisation, tout ça, puis il y a souvent une réalisation, puis je pense que c'est une des sources du problème aussi. C'est une réalisation que toutes les femmes qui étaient impliquées dès le début, c'était des femmes blanches. Puis il y a soudainement un appel à l'implication des femmes diversifiées. Vrai? Ouais, on se trouve pas, c'est bizarre. Bref, c'est toujours un à côté. Dans tous les cas, c'est ça qui est particulier, c'est ça qui, justement, faut être vigilant. C'est une valeur ajoutée, malgré toutes les plus belles intentions du monde. Puis justement, trop souvent, la question qu'on oublie de poser et de répondre, c'est une question cruciale, c'est pourquoi ces perspectives n'étaient pas présentes dès le départ. Ouais. Puis c'est urgent de réaliser, en fait, je pense que cette attitude-là, c'est le fruit d'un rapport hégémonique entre celles qui ont le pouvoir, les personnes blanches, l'Occident, et celles qui n'ont pas. Puis, en fait, ne pas adresser ce problème, c'est rester dans le statu quo. Et le statu quo, c'est un statu quo colonial d'assimilation constante et systémique. Puis c'est pour ça que je pense qu'une des façons, justement, d'intégrer les perspectives intersectionnelles, c'est justement d'adresser immédiatement, même si on a l'impression que c'est un enjeu large et tout ça, d'adresser immédiatement comment ces enjeux-là affectent spécifiquement les femmes racisées. Parce que ne pas l'adresser, c'est rester dans le statu quo. Et c'est essentiel de les mettre au centre de nos analyses et de nos luttes. Parce que donc, on ne met pas d'efforts conscients dans ce sens, notre analyse reste limitée. Parce qu'on n'adresse pas les liens entre les oppressions, puis ces liens-là se trouvent généralement aux racines des oppressions. Donc, on est dans une perspective qui est limitée, qui est en sens libéral, et qui n'est pas radicale aux racines de l'oppression. Finalement, c'est long, là, mais c'est la suite de mon texte que je gâche. Merci. Ben, justement, pour continuer sur puis pour finir sur la question de comment l'intersectionnalité est parfois instrumentalisée, et, parce que justement, c'est les pièges qui arrivent, voici, donc vous voyez. On pense souvent trop à essayer de créer des parallèles entre le féminisme et l'antiracisme. C'est pas inutile. En fait, je pense que c'est très utile souvent. Notamment, en fait, je trouve ça c'est une principale utilité pour prendre conscience à des femmes blanches, à des hommes racisés, de leurs propres incohérences. Quand justement ils sont ah ouais, ben moi je suis femme, tu sais, je suis pas raciste, ou ah moi je vis du racisme tous les jours, donc tu sais, quand je te dis de me faire un sandwich, ben comme. Dans tous les cas, je me rends compte, j'ai l'impression que souvent ils sont utilisés à outrance. On essaie d'essayer de trouver des parallèles partout, puis ça révèle la réponse à une question qui j'avais assez posée, c'est qui parle, justement, dans la question. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est, je pense, le plus important. Je pense qu'il est important, il est nécessaire de mettre les voix, les expériences, les savoirs, et ça, je reviens au savoir, des femmes les plus marginalisées au centre des réflexions. Et je pense que c'est quelque chose qui dérange parfois en fait, les femmes blanches, parce que de façon elles étaient déjà au centre, en fait, c'est difficile de se décentrer, mais c'est se rendre compte en fait, que nous sommes dans la marginalité, voire dans l'indignité. Nous sommes déjà assimilés. Alors que le geste le plus important, c'est justement dans les organisations, dans nos travaux, dans notre travail collectif de lutte, nous mettre au centre de réflexion, c'est mieux comprendre en fait, les liens et les racines des oppressions. Et pouvoir s'y attaquer de façon radicale. Dès le début des mobilisations, de recherche d'une organisation, il faut se demander comment ça affecte les personnes les plus marginalisées et immédiatement leur donner, pas juste mais des espaces
pour s'exprimer, s'auto-former et s'organiser. Pas juste se limiter à simplement nommer ben, vous savez, je suis une femme blanche, universitaire, intellectuelle, alors sous toute réserve, puis après, la connaître pendant des heures ou quelques scènes de bordage. C'est quand même répétitif. Tant qu'on n'est pas réellement présente, je pense que nos luttes restent limitées, incomplètes, et elles reproduisent des rapports hégémoniques, même si c'est pas apparent ou intentionnel, même si c'est avec, comme je le dis, les plus belles intentions du monde. Une partie de des réalités, en fait, de façon générale, sont effacées et assimilées. Les personnes blanches, les hommes racisés peuvent écrire des textes académiques intéressants ou porter des discours radicaux, mais ça reste un regard extérieur et donc théorique. Et les luttes n'en sont pas théoriques. Elles se construisent dans l'action concrète. Et nous, les femmes racisées, on met quotidiennement en action des moyens de survie au racisme, au sexisme et au capitalisme, et aux autres rapports d'oppression dont on fait l'objet. Il y en a qui créent des collectifs, il y en a qui refont des années d'études, ou qui émigrent pour un emploi, ou seulement il y a un ensemble d'actions qu'on met en action juste pour survivre. Exactement, je pense qu'il y en a 1000 qu'on peut nommer, il y a plus. On sait ce que c'est survivre, résister à des oppressions, pas parce qu'on a lu un texte ou parce qu'on est allé à un cours, mais parce qu'on les vit dans nos corps depuis des générations. On est donc les meilleurs placés pour réfléchir à comment passer de la survie à la libération. C'est difficile de passer après toi, Claudia, parce que la question, donc, c'est comment intégrer des perspectives, comment intégrer des pratiques et des perspectives intersectionnelles et antiracistes. Il y a un bout, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes blanches dans la salle. Puis, normalement, je vais faire quelque chose qu'on ne peut pas. Je vais orienter mon discours pour la première partie de mon discours spécifiquement vers les personnes blanches qui sont ici, parce que j'ai beaucoup d'amis blancs et j'en ai beaucoup qui me disent ok, tu me fais réaliser des affaires, mais concrètement, tu sais, ça veut dire quoi? Donc concrètement, je vais donner une liste de 10 choses à faire que j'ai pour tenter de devenir un allié antiraciste. 1. Boycotter toutes les productions artistiques, ciné, télé, etc. qui ne mettent en scène que des blancs. Récemment, et puis c'est quelque chose, j'en parle souvent, mais comment elle s'appelle, l'actrice, il y a une actrice là qui est passée après l'élection de Trump, une actrice américaine qui a dit Meryl, ouais, puis elle a dit nous on aime la diversité. L'année dernière, elle a refusé de soutenir le hashtag Oscar So White. Elle a dit, il y a un journaliste l'année dernière qui lui a posé la question, qui lui a dit comment t'intègres les réalités africaines, et elle a dit oh je connais ça ces cultures-là, moi j'ai tourné dans des films qui se passent là-bas. Donc sa vision de la diversité, c'est parler à notre place. Ma réponse c'est hello. C'est ça qu'une personne racisée, c'est pas de la diversité, c'est juste une excuse. Donc, boycotter les productions artistiques où on met des blancs qui remplacent des personnes de couleur. Ghost in the Shell, par exemple. Tu sais, si tu vas aller voir un manga puis que tu vas voir une actrice blanche, ben, il va pas voir un manga, il va voir autre chose, il va voir Marie-Antoinette. Mais souvent, prenez conscience, nous, moi en tant que femme racisée, je prends conscience quand je suis la seule personne de couleur dans un espace, prenez conscience de ça, prenez conscience que autour de vous, hey, il y a juste des blancs. C'est moi aussi, lisez un livre écrit par une personne racisée. Ou 2, ou 3, ou 4. Pas juste des livres politiques, là, ça peut être aussi des livres, tu sais, de la fiction, ça peut être, tu sais, moi comme femme, je suis célibataire, admettons, je suis célibataire. Tu sais, si je veux parler de ma réalité, je réalise que si je veux lire des histoires de femmes célibataires, c'est uniquement des histoires de femmes blanches. Mais il y a un moment où elles ne me représentent pas. C'est pas vrai que les blancs représentent, je le redis après, mais... bref, lisez des livres écrits par des personnes de couleur. N'utilisez pas les préjugés raciaux comme des blagues, des outils pour briser la glace. Exemple,
quelqu'un m'a dit un jour, ça fait 3 minutes que tu me connais, puis toi, est-ce que tu bois de l'alcool? Puis toi, est-ce que tu fais le ramadan? Excuse, imagine si moi là je rencontre un blanc, puis je lui dis, puis est-ce que tu fais le carême? Imagine, est-ce que tu fais le carême? Est-ce que tu manges du porc? Non, je veux savoir, imagine la vue, en fait les blancs on n'aime pas la violence parce que c'est pas des questions qu'on vous pose, mais moi systématiquement, puis souvent quand je suis partie à Cuba avec mon ami, puis au bout d'un moment elle me dit, mais les gens viennent juste te voir pour te parler du fait que tu es arabe. Oui. C'est comme la première chose, puis parfois les gens pensent que c'est une blague, mais c'est pas une blague. Si ta blague, elle prend naissance dans mon oppression, je m'excuse, moi je fais pas partie de la blague, c'est une blague que tu fais à mon détriment, puis je suis pas triste de ça, je suis victime. Ensuite, prenez le temps de réaliser que vous généralisez ou essentialisez les gens en fonction de leur ethnicité. Prendre le temps d'identifier le moment où vous placez le blanc comme un étalon d'universalisme, c'est ce que je disais tantôt. Ce que je m'attends des blancs, c'est qu'ils déconstruisent la blanchité, puis qu'ils décolonisent la façon dont ils sont blancs. Être blanc, c'est pas, c'est un héritage, mais c'est pas une malédiction. Dans le fond, on peut tous changer de la même façon qu'être noir. Fanon disait qu'on était les damnés de la terre, les noirs, et il parle aussi des arabes dans son texte, mais c'est pas une malédiction. On lutte contre ça. Les blancs peuvent aussi lutter contre la blanchité, mais le premier pas, c'est de prendre conscience. Ayez le courage d'écouter vos amis racisés quand ils parlent de leur vécu en matière de racisme. Écoutez sans interrompre, sans justifier, sans blâmer, sans chercher de solution. Juste écoutez. Attends, j'ai rien white jazz. La dernière fois, j'ai raconté comment régulièrement je me faisais arrêter, et puis ça m'arrivait récemment dans une pharmacie. Je suis avec mon fils, puis ça sonne. Je suis à côté d'une vieille madame blanche, puis ça sonne. Puis la caissière m'a arrêté moi, puis, mais elle a arrêté la vieille madame blanche. Puis il y a des gens qui vont me dire c'est du jeunisme. Je suis pas si jeune que ça, mais il y a un bout quand tu dis, tu sais que c'est pas la première fois. La réalité, c'est que quand je parle de quelque chose, je suis capable d'identifier quelque chose qui m'arrive pour la première fois ou quelque chose qui m'arrive, qui m'est déjà arrivé dans ma vie, puis je sais à quoi c'est lié. Puis c'est dommage à chaque fois que la réponse soit « mais tu dois te tromper, ça se peut pas ». Mais est-ce que ça devient du victim blaming en fait? Si vous n'avez pas d'amis racisés, je parle d'amis intimes, c'est le temps de se poser des questions. Il y a un Montréalais sur 4 qui n'est pas blanc. Si votre cercle social n'est pas coloré, c'est peut-être que votre cercle devrait être plus représentatif de la diversité montréalaise. On parle de racisme, mais souvent dans nos relations amoureuses, amicales, je le vois beaucoup autour de moi, il y a des choix qui se font, on valorise le blanc au détriment des autres couleurs. La première des choses, c'est d'en être conscient. Ensuite, travaillez votre compréhension du monde. L'Afrique n'est pas un pays. Se passe dans d'autres pays. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit ah oui, il y a eu des Arabes en Espagne, ils sont restés combien de temps? Un millénaire environ. Moi, je trouve ça drôle, mais la personne me dit ah, je savais pas. Mais c'est parce que il s'est passé des choses dans le monde il s'est construit, puis c'est super important de le comprendre pour comprendre où on en est maintenant. Essayez de comprendre comment le monde se construit et comment l'histoire moderne nous impacte. Tentez de lire des articles proposant des analyses sociales sur les relations de pouvoir liées à la couleur de peau. Il se peut que vous ne compreniez pas tout, il se peut que vous ne soyez pas d'accord. Ayez pour objectif de comprendre et non d'avoir une opinion. Admettez que c'est une leçon pour vous et non un débat. Quand je parle de racisme, puis surtout sur les médias sociaux, ça m'est beaucoup arrivé de dire on n'est pas en train de débattre, c'est pas un débat se fait à égalité sur des sujets théoriques. Ceci est ma vie. Je suis en train de te donner une leçon, soit tu as l'humilité d'entendre que c'est un discours que tu n'es pas habitué à entendre, puis de questionner pourquoi Nadman me dit des choses que je n'ai pas l'habitude d'entendre, comment ça se fait que cette voix-là, je ne l'entends pas. Puis cette réalité, c'est que ne pas l'entendre, ça fait partie du problème. Puis au moment où tu l'entends, c'est sûr que tu es dans une zone d'inconfort, parce que c'est une leçon, puis c'est une leçon comme nous tous,
on entend des leçons, puis ça nous met dans une zone d'inconfort, puis il faut l'accepter. Évitez les white tears en vous éduquant. Évitez de vous placer au centre des discussions sur la race ou le racisme. Ce que je suis en train de faire, je vous mets au centre pour partager ma vision. Essayez de comprendre comment les privilèges fonctionnent, de reconnaître les privilèges du confort racial, le privilège mental, le confort mental du privilégié, de ne pas avoir à se poser des questions. Quand Kali disait tantôt, je ne veux pas être un stéréotype, cette question-là, les Blancs ne se la posent pas. Quand on pose la question de la discrimination positive, est-ce que j'ai obtenu ma job parce que je suis une minorité, puis qu'on veut me faire... les Blancs, ça ne pose pas. Tu sais, moi, aujourd'hui, mon gestionnaire a 10 ans de moins que moi, il est jeune, français, puis jeune français, il est jeune et blanc, il n'est pas français, il est québécois. Et tu sais, il ne se pose pas la question de comment ça se fait qu'il est devenu mon boss, alors que il sait que j'ai autant de capacités, voire plus que lui. Il n'a pas refusé sa promotion, puis je comprends individuellement, sauf que la réalité, c'est que, dans le fond, moi, j'ai à travailler 2 fois plus pour pouvoir atteindre son niveau à lui, et c'est au moins le reconnaître, c'est le premier pas. Ayez l'audace d'être inconfortable et n'attendez pas qu'on vous remercie. L'antiracisme est la seule posture morale acceptable en 2017. Les racisés ne veulent pas de tolérance, ils veulent l'égalité. Ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas être aimés, je veux pas être aimée. Je veux dire individuellement, comme femme, Nariman, elle veut être aimée, elle veut exister comme personne. Mais en tant que femme arabe, ce que je veux, c'est un accès juste et égalitaire aux mêmes privilèges que vous. Quand les Blancs se demandent, mais est-ce que vous nous détestez? Non, je vous déteste, nous ne vous détestons pas. Je parle à la première personne du singulier et puis parfois à la première personne du pluriel. Nous ne vous détestons pas, au contraire, nous vous aimons tellement que nous voulons les mêmes droits que vous. Bon, ben, comme je OK. Ben, moi, c'est une conclusion que je vais faire. C'est juste, je m'adresse à toutes les personnes qui s'identifient comme féministes blanches. Je vous dis, si me voir vous rentrer, c'est parce que vous pensez que je suis opprimée. Ne pensez pas que je vais attendre après vous pour me libérer. Puis, sérieux, entre vous et moi, les seules personnes qui ont besoin d'être libérées, c'est bien vous. Allez vous éduquer. Libérez-vous de cette mentalité, de votre féminisme raciste, néocolonialiste, paternaliste et ethnocentrique. Salut. Ouais. Je pense que ce qu'on a appris aujourd'hui, beaucoup de choses. On a aussi appris que si on veut changer, certaines personnes qui sont des privilèges vont devoir apprendre à comme les laisser de côté, à reculer. Puis que vous avez excellemment bien résumé ça. On va faire une petite pause, on va se découvrir les gens. Et on va avoir 5 minutes, on a 5 minutes, on fait les 5 minutes. C'est pourquoi il n'y a pas de place là, ça se fait que ça a perdu comme c'est ça, on va aller. C'est la période de questions. Vous avez